On tombe parfois sur des arguments en ligne, des trucs bien provocateurs, et franchement, c'est l'occasion rêvée pour muscler un peu son esprit critique. Et si, au lieu de juste l'accepter ou le rejeter en bloc, on le démontait ensemble, pièce par pièce, pour voir ce qu'il a dans le ventre? C'est exactement ce qu'on va faire. Alors voilà le programme. On va d'abord poser la thèse, puis on va décortiquer sa logique, chercher les petites contradictions, se demander ce que les mots veulent vraiment dire, et à la fin, on aura construit une super boîte à outils pour y voir plus clair. Allez, c'est parti! Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi, au juste, cet argument qu'on va passer au crible aujourd'hui? Alors, l'idée, c'est ça. La fortune des milliardaires a explosé. Pour protéger tout cet argent, ils financeraient des mouvements d'extrême droite. L'objectif? Détourner la colère des gens. Plutôt que de s'en prendre aux inégalités, on nous dirait de regarder ailleurs, vers des boucs émissaires comme l'immigration. Et la conséquence finale, inévitable selon cet argument, c'est le fascisme. C'est une affirmation qui a du poids, c'est sûr, avec une chaîne de cause à effet qui a l'air comme ça hyper logique. Oui, cet argument, il est présenté un peu comme une autoroute, une ligne toute droite, une série de dominos qui tombent les uns après les autres. Mais la question c'est, est-ce que ce lien est vraiment aussi solide qu'il en a l'air? C'est ce qu'on va vérifier maintenant, maillon par maillon. Voilà, en gros, le squelette de l'argument décomposé en 4 grandes étapes. Le truc, c'est que le problème soulevé par l'analyse n'est pas de dire que cette séquence est impossible. Non, le problème c'est qu'elle est présentée comme une fatalité, une évidence, alors qu'en réalité elle est tout sauf démontrée. Et ça nous amène à notre premier outil d'analyse, ce qu'on appelle la causalité simplifiée. C'est un grand classique. C'est quand on prend un phénomène hyper complexe, comme la montée d'une idéologie politique, et qu'on dit « Ah, mais c'est à cause de ça ». Une seule et unique cause, en ignorant tout le reste. La question qu'on doit se poser est donc la suivante. Est-ce que cet argument ne fait pas exactement ça? Est-ce qu'il ne se focalise pas uniquement sur la richesse des milliardaires, en mettant complètement de côté d'autres facteurs super importants, comme les angoisses liées à la mondialisation, les fractures culturelles ou une perte de confiance généralisée envers les institutions? Et ça nous amène à un deuxième concept qui est assez fascinant, je trouve, le bouc émissaire inversé. L'argument de départ, il dénonce, avec raison, la tactique qui consiste à désigner un bouc émissaire. Mais en faisant ça, est-ce qu'il n'est pas en train de faire la même chose en créant son propre bouc émissaire, les milliardaires? C'est une question hyper importante. Est-ce qu'on n'est pas en train de transformer un problème systémique, un problème de structure, en une sorte de complot intentionnel mené par un petit groupe? Est-ce qu'on ne passe pas d'une analyse de comment le système fonctionne à une recherche de qui tire les ficelles? Ok, creusons encore un peu. On va maintenant chercher les petites incohérences, les énigmes à l'intérieur même de l'argument. Est-ce qu'il y a des pièces du puzzle qui ne semblent pas s'emboîter? Alors, première contradiction. D'un côté, l'argument nous dit « les ultra-riches contrôlent déjà tout le système politique pour leurs propres bénéfices ». Ok. Mais de l'autre, la solution proposée, c'est d'utiliser ce même système politique pour les taxer. Attendez une seconde, si la première partie est vraie, si le jeu est déjà truqué, alors la solution devient quasi impossible, non? C'est une sacrée contradiction. Deuxième énigme. L'affirmation, c'est que les capitalistes financent un discours anti-immigration. Bon, sauf que, si on regarde la réalité économique, l'immigration est souvent une très bonne affaire pour le capital. Elle peut permettre de faire pression à la baisse sur les salaires, par exemple. Alors, pourquoi financerait-il activement un mouvement qui va à l'encontre de cet intérêt économique bien compris? C'est un peu étrange. Et enfin, troisième et dernière énigme. L'argument de base dit « les milliardaires veulent détruire la démocratie ». Mais si on regarde l'histoire, la démocratie libérale, avec son état de droit et ses marchés ouverts, a souvent été le terrain de jeu le plus stable et le plus rentable pour faire fructifier le capital. Alors pourquoi vouloir casser un jouet qui a si bien fonctionné pour eux? Tout ça, en fait, ça nous amène à une question fondamentale. Tout l'argument repose sur un mot, démocratie. Mais qu'est-ce qu'on met vraiment derrière ce mot? C'est le moment de soulever le capot pour voir ce qu'il y a en dessous. Ici, on touche à un décalage énorme. D'un côté, il y a l'idéal, la démocratie avec un grand D. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, bref, l'égalité, la liberté. Et de l'autre, il y a la réalité de nos systèmes politiques, qui sont souvent un cocktail complexe d'oligarchie, où un petit groupe a le pouvoir, et de plutocratie, où c'est l'argent qui a le pouvoir. Et attention, cette idée n'est pas nouvelle du tout. Il y a plus de 2000 ans, Aristote faisait déjà cette distinction. Il expliquait que chaque forme de gouvernement, pur, peut se corrompre et ne servir plus que l'intérêt des dirigeants. Et la version corrompue de la démocratie, pour lui, c'était la démagogie. Et concrètement, comment l'argent influence-t-il la politique aujourd'hui? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est du concret. C'est le financement des campagnes électoraux, le lobbying intense des entreprises, le fait de posséder les grands médias, ou encore ce fameux système des portes tournantes, où les politiciens passent dans le secteur privé et inversement. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont de vrais leviers de pouvoir. D'accord.
On arrive à la dernière couche de notre analyse. L'argument qu'on étudie, il part du principe qu'il y a une sorte d'alliance naturelle entre le grand capitalisme et l'extrême droite. Mais si on regarde leurs programmes économiques respectifs, sont-ils vraiment les meilleurs amis du monde ? Le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a le capitalisme mondialisé, qui carbure aux frontières ouvertes, à la libre circulation des biens, des capitaux et même de la main-d'œuvre. De l'autre, on a l'économie nationaliste, le modèle historique de l'extrême droite, qui prône l'exact inverse, du protectionnisme, l'idée d'autosuffisance nationale, l'autarcie, et une économie soumise aux intérêts de l'État. Quand on regarde dans l'histoire, les régimes d'extrême droite n'avaient pas une économie purement capitaliste au sens libéral. C'était souvent une sorte de troisième voie, un capitalisme très dirigé par l'État, des alliances avec les grandes entreprises nationales, la suppression des syndicats libres et surtout un gros focus sur l'autarcie et l'industrie lourde ou militaire. C'est un modèle très, très différent du capitalisme libéral qu'on connaît. Alors après avoir démonté tout ça, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, le but de l'exercice, ce n'est pas de dire voilà la bonne réponse. Non, le but, c'est de repartir d'ici avec une boîte à outils bien remplie. Et voilà le point le plus important de toute cette analyse. Le but, ce n'est pas de dire « j'accepte » ou « je rejette cet argument ». C'est d'être capable de le décortiquer, de questionner ses fondations et d'exiger que les mots utilisés aient un sens clair et précis. Bref, il s'agit d'apprendre comment penser plutôt que de se faire dire quoi penser. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour la route. Au-delà de cet exemple précis, quels sont les mots chargés, les hypothèses cachées, les chaînes logiques un peu trop simples qui se cachent dans les arguments qu'on entend tous les jours ? La prochaine fois qu'on en croisera un, on aura, je l'espère, les outils pour le voir. Et c'est ça la vraie clé.